Ma Mission TV, le miroir du monde. L'avantage d'avoir un bureau qui n'est pas politisé, contrairement à ce qui a été dit, c'est de préserver la neutralité du bureau dans la conduite des débats et de favoriser donc la liberté au sein de l'Assemblée. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la création de nouvelles commissions soit une panacée pour résoudre les problèmes que connaît notre pays. Nous connaissons bien la hauteur de nos budgets, nous savons bien que nous ne pouvons pas tenir un nombre important de commissions et donc les maintenir tels qu'ils étaient aurait été la meilleure solution. Bon, je n'aime pas trop cette formule, toutes les grandes cartouches. Je crois que les députés sont tous égaux. Il n'y a pas des grands députés et des petits députés. Ma Mission TV, le miroir du monde. L'avantage d'avoir un bureau qui n'est pas politisé, contrairement à ce qui a été dit, c'est de préserver la neutralité du bureau dans la conduite des débats et de favoriser donc la liberté au sein de l'Assemblée. Plutôt que d'avoir un président de l'Assemblée, un membre du bureau, qui se comporte comme étant l'exécutif d'un parti politique ou d'un groupe politique. Cela nuit à la liberté des parlementaires et à l'efficacité de notre Chambre. Nous l'avons vu en 2006, nous avons comparé à la situation en 2011 et nous pensons qu'aujourd'hui, il est venu le temps de tirer les leçons de cette expérience et avoir un bureau qui soit véritablement neutre, être au milieu du village et favoriser le débat et laisser les parlementaires trancher. Et ne pas être là pour conduire le débat au nom et pour le compte dans l'intérêt d'un groupe politique. Merci. Merci. L'article 130 n'a pas lieu d'être dans le règlement intérieur pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une disposition qui viole la Constitution. Les incompatibilités à la fonction de député ont été limitativement citées par la Constitution à l'article 108. Et nous ne pouvons pas dans un règlement mettre des dispositions qui violent la Constitution. C'est la première raison. La deuxième des raisons, c'est que l'Assemblée nationale est une chambre éminemment politique. On y vient pour faire la politique. C'est pour cela qu'on y rencontre une opposition et une majorité. Et nous devons savoir que la majorité a comme ambition de vouloir garder le plus longtemps le pouvoir et l'opposition a comme ambition de la remplacer. Et donc par conséquent, les opinions politiques doivent s'exprimer, y compris au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Enfin, nous considérons que les dispositions sur le président de l'Assemblée nationale disent clairement ses missions. Et ces missions sont d'orientation et de veiller aux intérêts de tous les députés. Donc l'impartialité n'a pas lieu d'être dans les chefs de président de l'Assemblée nationale, peu importe sa casquette politique. Et enfin, même si on disait que le membre du bureau n'est pas chef d'un parti politique, il reste membre d'un parti politique et il continuera de subir des influences politiques. Donc c'est vouloir mettre une disposition qui sera superfétatoire et sans aucun intérêt. Merci. Nous pensons que les interdictions ne doivent pas aller au-delà de ce que prévoit la Constitution. Et la Chambre législative qui est la nôtre, c'est une chambre éminemment politique. Et même si on préconisait cette neutralité, il aurait difficile d'avoir pied en réalité, parce que chacun, quand il vient là-bas, il représente toujours une opinion en rapport avec son groupe parlementaire, en rapport avec sa famille politique. Je pense bien que la bonne solution aurait été d'élaguer tout simplement cet article. Voilà, honorable, êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut encore créer d'autres commissions permanentes, les ajouter à celles qui existent déjà, ou on doit les maintenir pour raison aussi de l'économie et des moyens qui ne sont pas assez exorbitants pour nous? Je ne suis pas de ceux qui pensent que la création de nouvelles commissions soit une panacée pour résoudre les problèmes que connaît notre pays. Nous connaissons bien la hauteur de nos budgets, nous savons bien que nous ne pouvons pas tenir un nombre important de commissions et donc les maintenir tels qu'ils étaient aurait été la meilleure solution. D'autant plus qu'en plus des économies qu'on réaliserait, il y aurait aussi beaucoup plus d'efficacité en ce qui concerne les matières transversales. Merci. Je vous en prie. Bon, je n'aime pas trop cette formule, toutes les grandes cartouches. Je crois que les députés sont tous égaux.
il n'y a pas des grands députés, des petits députés. Donc je considère que l'Assemblée nationale, c'est une agglutination d'énergie, d'intelligence, venue de tous les coins et recoins de la République pour venir représenter la nation, représenter les peuples. Et donc tous les députés sont égaux. Et pour répondre précisément à votre question, c'est plutôt un honneur que d'être désigné par ses pairs avec pour mission d'accomplir un travail technique, mais revêtant en même temps un caractère éminemment politique. Et nous avons travaillé avec les autres collègues de manière tout à fait consciencieuse et puis de manière laborieuse afin d'arriver à mettre sur pied un texte de compromis, un texte globalement donc de consensus qui va régir notre Chambre durant toute la législature 2018-2023. Et c'est donc un sentiment de satisfaction qui m'anime parce que le travail a été bien fait. Double satisfaction. D'abord parce que c'est un travail qui a permis, surtout avec la phase des amendements, vous avez appris 705 amendements déposés par nos collègues. Donc c'est un travail qui a permis la contribution de tous les députés nationaux. Et au finish, c'est un travail, c'est un texte qui est le produit de cette sorte de conjugaison d'intelligence et de volonté. Et puis, l'autre satisfaction, c'est que au finish, à part quelques divergences, nous pouvons noter que les règlements intérieurs qui a été adopté l'a été de manière consensuelle. Donc c'est un règlement de consensus, de compromis. Et à voir si je dois voir le vote tel qu'il a été accompli, 95% des députés ont voté positivement. Et donc, je suis totalement satisfait du boulot qui a été abattu. D'abord, il faut dire que s'il faut regarder les choses avec exactitude, nous n'avons pas réinventé la roue. Nous nous sommes appuyés essentiellement sur les textes qui régissaient déjà les législatures précédentes, mais les députés nationaux de la nouvelle législature avaient marqué leur souci de corriger certaines faiblesses du passé et d'apporter certaines innovations eu égard à la dynamique de la fonction législative dans le monde. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Et en termes d'innovation, nous avons, par exemple, ajouté 3 commissions permanentes parmi les 7 qui existaient déjà. Je pense ici à la commission droits de l'homme, à la commission genre, famille et enfants, et à la commission de suivi, évaluation de lois et de recommandations de l'Assemblée nationale. Les 2 premières commissions, droits de l'homme et genre et enfants, ont été ajoutées justement, comme je l'ai dit tantôt, en tenant compte de l'évolution du parlementarisme mondial. Dans plusieurs organisations interparlementaires, il est mis en place des commissions spécifiques
qui traite de ces questions de manière tout à fait particulière. Droits de l'homme et des questions en rapport avec les genres et la famille et l'enfance. Et donc nous avons voulu nous mettre au pas un tout petit peu de cette évolution parlementaire mondiale. Et quant à l'innovation du suivi et de l'évaluation, c'est en réalité aussi une évolution, j'allais dire, ça s'inscrit aussi dans cette dynamique mondiale, mais surtout aussi interne, parce que vous remarquerez que lors de la législature passée, il y a eu une moisson législative abondante, mais par moments, il n'y a pas de lisibilité quant à la suite de ces actes législatifs, majeurs que posent les députés. Lorsque une loi est adoptée, il faudrait que l'Assemblée nationale soit à même d'assurer le suivi et même d'évaluer, pourquoi pas, l'impact de ces lois dans la marche de la nation et de l'État. Il en est de même des recommandations qui sont prises à l'issue des initiatives, si vous voulez, des débats relatifs aux initiatives de contrôle. Lorsqu'il y a une question orale avec débat, une interpellation ou une question d'actualité, plus souvent, les députés chutent avec des recommandations. Si ces recommandations sont par la suite jetées dans des tiroirs des ministères, évidemment, il n'y aura pas d'impact sur le plan sociétal ou même sur le plan social. Et avec comme conséquence un regard négatif que la population peut avoir vis-à-vis de l'Assemblée nationale et donc vis-à-vis de leurs représentants. Donc voilà pourquoi nous avons estimé utile de nous doter d'un mécanisme singulier, un mécanisme particulier, pouvant permettre cette fois-ci à l'Assemblée nationale d'assurer un suivi millimétré des lois, l'exécution des lois et des recommandations, de telle sorte que ceux qui sont concernés sachent qu'il y a un suivi qui est assuré en aval et que si rien ne fait, on risque d'être effectivement dans une situation d'outrager le Parlement. Alors, en ce qui concerne certaines corrections, parmi d'abord les innovations, il y a aussi l'innovation concernant l'évaluation à mi-mandat du bureau, ce qui n'était pas le cas lors des législatures passées. Le mandat du bureau est maintenu pour la durée de la législature, mais avec une évaluation à mi-mandat. Ça veut dire que lorsque nous allons faire 2 ans et demi, un débat va s'ouvrir pour essayer d'évaluer l'action de membres du bureau de l'Assemblée nationale de manière tout à fait séparée pour savoir si ces derniers ont été bel et bien à la tâche. Et il appartiendra en ce moment-là aux élus d'apprécier par les mécanismes qui seront mis en place, d'apprécier évidemment si tel ou tel autre membre du bureau de l'Assemblée a été à sa tâche et les conséquences seront en ce moment-là tirées. D'autres innovations étaient introduites, peut-être des innovations mineures, je ne sais pas tout vous les répertorier ici. J'étais en train de vous parler des innovations et là vous êtes plutôt dans la correction. Je vous avais dit qu'il y avait le souci de corriger d'abord les faiblesses du passé et d'innover, n'est-ce pas, par rapport à la dynamique de la fonction législative dans le monde. Là, vous parlez de la correction d'une faiblesse. La faiblesse, c'était quoi concernant le traitement des motions de défiance et de censure? Il y en avait 2 essentiellement. D'abord, le principe de retirer les signatures après dépôt d'une motion de défiance ou de censure. Il est clair, à l'unanimité quasiment, les députés ont dit niet à cette pratique, c'est-à-dire qu'on a adopté le principe de non-retrait. Donc une fois la motion déposée, il n'est plus question pour les honorables députés de pouvoir retirer leur signature. C'était une pratique, selon les députés, n'ont pas tort, qui frisait l'immoralité, parce qu'avant de poser un acte, je crois que tout élu doit être en mesure de
d'être convaincu, à mesure d'être convaincu de l'acte qu'il souhaite et qu'il veut poser. Donc, cette correction a été ajoutée dans le règlement intérieur, une correction majeure. Alors, après, d'autres ont estimé qu'il fallait ajouter une deuxième correction consistant à bloquer, si vous voulez, l'usage des motions incidentielles et autres lors du traitement de motions de défiance ou de censure. La majorité des députés a estimé que cette disposition ou cette mesure tendait à priver les députés de la liberté d'actionner à tout moment les motions telles que consacrées non seulement par la pratique, mais par les règlements intérieurs lui-même. Donc, j'ai noté que dans les débats, il y avait les soucis de laisser la liberté aux députés d'utiliser quand ils peuvent, quand ils veulent, en toute responsabilité, les motions de régulation de plénière, c'est-à-dire que motion incidentielle, motion préjudicielle, motion d'information, motion d'ordre et autres. Mais il faut aussi noter qu'il y a donc ces soucis de faire évoluer la pratique. Vous savez, dans le fonctionnement d'une chambre, comme d'ailleurs dans la marche d'une nation, tout n'est pas écrit. Il y a le règlement intérieur d'un côté, mais il y a aussi la pratique de l'autre côté, ainsi que les us et coutumes. L'essentiel, je pense, ce n'est pas de tout écrire. L'essentiel, c'est l'idée de faire évoluer les choses. Et je crois que là, on a pu déceler ces soucis dans les chefs de députés actuels qui veulent en tout cas mettre un accent particulier sur l'exercice de contrôle parlementaire. On veut d'un contrôle parlementaire efficient, un contrôle parlementaire efficace et pouvant avoir un impact sur le fonctionnement de l'État. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, débattre sur ce que la majorité de députés, disons la plupart des députés ont déjà adopté, me paraît tout à fait non indiqué. Je crois que la majorité s'est prononcée. Et d'ailleurs, j'ai noté que ce n'était pas seulement la majorité, y compris certains de l'opposition. Bon, le débat était ouvert. Certains ont pensé qu'on ne peut pas, je l'ai dit tantôt, priver les députés de cette possibilité d'actionner à tout moment librement les dispositions de l'article 77 du règlement intérieur. D'autres ont aussi pensé que lorsque on est devant des motions mal orientées, c'est-à-dire des motions qui accusent par exemple un membre du gouvernement alors que le grief soulevé ne relève pas de ses attributions, quand on est devant pareil cas, quand on est devant une situation où le membre du gouvernement est convoqué, mais les griefs qui sont contenus, qui lui sont reprochés, sous les relèves plutôt des attributions, par exemple, des autorités locales, des gouverneurs de province. Quand on est devant ce genre de situations, il ne faut pas que l'Assemblée nationale se prive de la possibilité de soulever une motion quelconque afin d'évoquer, de soulever cette incohérence ou cette irrégularité. Donc voilà, donc, je voudrais que les choses soient claires. En élaguant cette disposition, les députés ne disent pas
que nous maintenons le statu quo, que nous allons être toujours dans la même pratique de systématiquement bloquer l'émotion de défiance ou de censure. Mais les députés vous disent, laissez la liberté aux députés, mais laissez-nous faire dans la pratique. Vous verrez que nous allons essayer de faire évoluer les choses. Voilà, moi je ne souhaite pas que nous fassions, que nous ayons des a priori sur cette question. Laissons voir les députés agir et nous verrons ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais je note que notre volonté est vraiment celle de faire avancer les choses. Je voudrais vous indiquer sur cette question, Bruno Mbolisson, que les Congolais attendent de leurs élus beaucoup plus du concret et de l'efficacité, de l'efficience et de la clarté dans les travaux qu'ils sont en train d'abattre. Efficacité dans le contrôle parlementaire, nous allons le voir, dans les sérieux du contrôle, pas dans le contrôle spectacle, mais dans les sérieux du contrôle, mais aussi la clarté et l'efficience dans les lois que nous prenons, que nous adoptons et tout ça. D'où le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, être à même de suivre, l'exécution de ces lois, l'exécution des recommandations et faire en sorte que les travaux que nous allons abattre ici à l'Assemblée nationale aient pour soulever objectif de protéger les droits des citoyens, de défendre le droit des citoyens. La plus grande bataille que nous avons à mener pour cette législature, j'ai la conviction que c'est la bataille pour le triomphe de l'intérêt général, l'intérêt de nos concitoyens. Et ça sera aujourd'hui, cette fois-ci, le cœur même du travail parlementaire. Mettre au centre de notre action à la fois action législative, action de contrôle, les citoyens et ses intérêts. Et c'est l'essentiel, M. Mbolisson. Je crois que il faut l'une des faiblesses de toutes les législatures passées, à mon sens. Vous avez parlé de mon expérience en tant que technicien maison durant plus de 10 ans ici dans cette maison. Je crois que l'une des faiblesses des législatures passées, c'est aussi le déficit de communication. Le déficit de communication sur le travail parlementaire. D'abord, nous adoptons ici des lois essentielles qui ne sont pas connues de nos concitoyens. Je peux vous citer quelques lois. Combien de Congolais savent qu'aujourd'hui, le secteur de l'électricité est totalement libéralisé et que la SNEL n'a plus le monopole d'être la seule entreprise qui produit le courant électrique? Combien de Congolais savent, par exemple, que le secteur des assurances a été totalement libéralisé et que la SONAS n'est plus la seule entreprise qui peut se prévaloir d'exercer dans le domaine des assurances? Combien de Congolais savent le grand travail qui a été abattu concernant le code de la famille? Est-ce qu'il y a-t-il eu vraiment une vraie vulgarisation là-dessus? Très peu de Congolais le savent. Combien de Congolais sont au courant de tout ce qui a été fait comme réforme sur le plan judiciaire, en dépit du fait seulement qu'ils voient l'éclatement de la Cour suprême de justice en 3 instances différentes? Non, il y a un travail important à faire, un travail important à faire dans la communication. Nous devons aller jusqu'au bout de la logique de ce que nous voulons. Nous voulons un nouveau Congo, mais ce nouveau Congo doit prendre en compte les faiblesses du passé pour essayer de faire de notre démocratie une véritable démocratie citoyenne. Et pour ce faire, Ma Mission TV, le miroir du monde.